Hello, ladies and gentlemen. Welcome back. Good afternoon. For those of you joining us for the first time, this is Orange Open Doors, day 4, day 2. We started on the 30th of June. We are here today, the 1st of July, and we will be ending tomorrow, the 2nd of July, 2021, for the second edition. Orange Open Doors is actually a platform for you to discover Orange, know more about Orange, whatever your question or what you want to know about Orange is, you have this platform to ask. We started yesterday with several directions. We learned more about Orange Money. Our Director General was here this morning with corporate social responsibility. We have gone through customer experience. We have as well learned a little bit about the technical direction. Yesterday, we closed the day with human resources. Today, we have human resources. And tomorrow, we are going to close with human resources. But we have a surprise for you. Among us is our own mother, the chief pilot of human resource of Orange Cameroon. If there's any of you that has ever gone through a job interview, you know human resources is a place you must pass through, be it the Director General or a guard. Human resources is the route through a company. So for those of you that are just joining on us, or those of you that have got a lot of questions to ask, please take your seats, take your pens and papers, jot whatever you're going to learn, because it's going to be very edifying. She's going to lead you through CV building. And at the end of the day, you have the questions that you will ask us through the chat, and we are going to try to answer. I'm here, I'm Moussi Gisela Loum, together on this platform, and with Ren, who is going to introduce our panelists. Hello, Ren. Thanks, Gisela. Hello. On est très heureuse d'accueillir encore aujourd'hui la direction des ressources humaines. Hier, on a eu un très bel échange et on a donné rendez-vous à nos internautes. Donc, j'espère que vous êtes très nombreux parce qu'en plus, comme on dit au quartier, on est venu avec le renfort. La directrice des ressources humaines en personne est là pour vous. Elle est là pour vous. Donc, vous voyez, on a donné rendez-vous. Christelle est revenue. Bertil aussi. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Reine. Bonsoir, Grâce. Bonsoir. Merci de nous honorer, mais surtout d'honorer nos internautes qui sont depuis 2 jours avec nous à comprendre les métiers d'Orange Cameroun, chacune des directions. Et évidemment, le point focal, c'est mais comment est-ce qu'on fait pour entrer à Orange Cameroun? Et donc, on n'entre pas, si on ne passe pas les ressources humaines, on l'a vu hier. Donc, voilà, je vais vous laisser vous présenter rapidement à nos internautes. Alors, déjà, Madame Grace Yombo, qui êtes-vous? Et bien évidemment, on reviendra un peu sur les missions, mais de manière très légère, des ressources humaines à Orange Cameroun, avant d'entrer certainement dans le vif du sujet. Alors, je suis Grace Yombo. Tu l'as dit, Reine, je suis la directrice des ressources humaines d'Orange Cameroun depuis un peu plus de 2 ans. Et en fait, je fais un coming back parce que j'ai eu le plaisir d'abord de travailler chez Orange entre 2000 et 2003 au service client. Tout à l'heure, la direction expérience client était là. 20 ans en arrière, j'aurais peut-être fait partie de l'équipe qui a fait la présentation, qui a discuté avec nos internautes. Donc, j'ai l'avantage, et c'est plutôt moi qui suis honorée d'être au contact de nos internautes, du public qui s'intéresse à cette belle entreprise, effectivement, qui est Orange. Je peux comprendre qu'on ait envie de rejoindre Orange. Voilà. Merci, Grâce, vous l'avez compris. Partant du service client, évoluant et revenu comme étant directrice des ressources humaines, c'est la preuve, s'il fallait le faire encore, de dire à nos internautes, on évolue en interne, on accompagne et il y a la possibilité de se reconvertir vers d'autres métiers lorsqu'on est à l'intérieur d'Orange Cameroun. C'est bien cela. Oui, c'est ça le message. Moi, je pense que j'ai vraiment le parcours qui peut encourager n'importe quel jeune Camerounais, jeune ou moins jeune d'ailleurs, que les choses sont possibles. J'ai été formée à l'université de Yaoundé. Je suis diplômée de droit à l'université de Yaoundé et à l'université d'Abidjan. Donc je suis formée dans les universités africaines. J'ai un parcours qui m'a permis de toucher à plusieurs métiers. Donc c'est possible avec de la volonté, avec un état d'esprit d'engagement,
surtout savoir aussi ce qu'on veut, quel est le parcours qu'on se trace pour se donner les moyens d'y arriver. Donc, au fil de la présentation, je pourrais peut-être intervenir s'il y a des questions ou pour clarifier des points qui vont être présentés tout à l'heure par Christelle et Bertie. D'accord, merci Madame Gisela. C'est comme on disait hier, pas besoin d'avoir des doctorats, pas besoin d'avoir si... Ne pas dire que comme Orange, c'est une entreprise française, on n'embauche que les gens qui viennent d'ailleurs. Hein? Oui. Vous avez vu, la directrice des ressources humaines ne vous a pas dit qu'elle est diplômée de Harvard. Elle a commencé comme tout le monde ici, à l'université de Yaoundé. She's a product of Cameroon. Exactement. The technical team here had a lot of Cameroonian products. Tout à fait. The finance team had a lot of Cameroonian products. Orange Cameroon is focused on building Cameroonian products. And we are so honored to have you. In the morning, we started with the Director General. And to have you again on this platform this evening makes the day perfect. Thank you, Gisela. D'accord. Alors Bertil, Christelle, on va peut-être aller directement parce que vous savez que on aura beaucoup de questions. Donc on va aller directement à la présentation. Hier, on a eu pas mal de questions sur comment préparer un CV et un entretien d'embauche efficace. You have the floor. Alors bonjour à tout le monde. Je suis Christelle Bongaipé de la Direction des ressources humaines, en charge du département carrière et performance. Alors je vais commencer cette présentation en vous parlant du CV. Alors beaucoup de personnes approchent les autres en se disant « Ah oui, mais j'ai postulé, je n'ai pas été retenue ». Alors bonne nouvelle, le CV, c'est votre carte d'identité. Si votre CV ne parle pas pour vous, et vous avez très peu de chances de pouvoir franchir la barrière du recruteur. Je voudrais également vous donner une bonne nouvelle, c'est que chercher un emploi, c'est tout un métier, c'est un travail. Ça veut dire que je ne me lève pas le matin, je dis, bon voilà, j'ai un CV qui est prêt, je vois une annonce qui passe et puis j'envoie mon CV. Vous avez 90% de chances de rater votre première impression ou la première impression que votre CV peut faire auprès du recruteur. Donc la recherche de l'emploi est un métier. C'est quelque chose qui s'organise. C'est une activité à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être très proactif dans la recherche de cet emploi-là. Vous vous levez le matin, vous regardez les journaux, vous allez regarder sur Internet. Il y a beaucoup de sites qui font dans la promotion de l'emploi, qui publient les offres d'emploi. Ça doit être votre quotidien. Je me lève le matin et la première question que je dois avoir dans mon esprit quand je suis chercheur d'emploi, c'est de me dire quel est le site qui va me donner l'opportunité ce matin. Donc je me lève, je fais ma recherche et une fois que j'ai fait cette recherche-là, j'essaye également de m'entourer de personnes qui peuvent m'aider parce que la recherche de l'emploi, on avait une fois, lors des journées portes ouvertes que nous avons organisées en 2018, eu la participation du FNE qui nous disait effectivement que 80% des offres d'emploi sont informelles. Donc il faut le savoir. Ce n'est pas forcément ce que vous allez voir sur les sites des entreprises ou alors sur les journaux, la presse écrite et tout le reste, mais ça va aussi être votre façon d'aborder les gens. Comment est-ce que vous allez faire part aux autres, à tous ceux que vous rencontrez de votre recherche d'emploi? C'est au travers de ces personnes également que vous pouvez avoir l'information des opportunités qui existent. Alors, il faut pouvoir savoir rédiger donc ce CV qui approche parce que, comme je le disais, ça va être votre carte d'identité, ça va être votre passe pour pouvoir aborder ou entrer au sein de l'entreprise ou marquer, on va dire, le recruteur qui vous emploie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur, il a moins de 30 secondes pour pouvoir lire votre CV. En général, on fait une lecture en diagonale. On regarde, et qu'est-ce qui frappe en premier? C'est la forme de votre CV. Si le CV n'a pas une forme correcte, vous avez déjà aussi 90% de chances que le CV soit mis sur la pile des cartons. Alors, et il faut savoir aussi que le recruteur n'a pas beaucoup de temps. On a en général 250, 500 000 candidatures sur certaines positions, surtout des positions qui sont fortement demandées. Ce n'est pas évident pour le recruteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des moyens technologiques, nous avons ce qu'on appelle des SIRH qui nous permettent de faire des tris, mais comme vous le savez, la machine a ses limites. Donc à un moment ou à un autre, on est obligé de rentrer dans les CV et puis de pouvoir les voir un par un. Alors, quelques conseils sur la rédaction de votre CV.
Déjà, il faut pouvoir respecter le nombre de pages requis. En fonction de l'expérience que vous avez, il faudrait pouvoir, comme on dit, optimiser sur la rédaction. La rédaction de votre CV montre également votre esprit de synthèse. Ça veut dire quoi? Si vous avez, on va dire quoi, une expérience de 5 ans et que vous faites un CV de 3-4 pages, ça dit déjà au recruteur que vous n'êtes pas quelqu'un de concis, vous n'êtes pas quelqu'un de synthétique dans la façon ou d'analytique même dans la façon de procéder. Donc, respectez le nombre de pages en fonction de l'expérience que vous avez. Si vous avez beaucoup d'expériences, essayez de les reporter en fonction des expériences qui sont, on va dire, vous commencez par les expériences qui sont les plus marquantes, vraiment les plus impactantes et qui auront un impact également sur la position. Alors, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que je choisis... Je ne vais pas envoyer le même CV à toutes les positions parce qu'il faut pouvoir adapter son CV à la position pour laquelle on postule, en essayant de mettre en avant dans son CV les expériences qui parlent pour ce profil-là qui est recherché. Alors, renseigner les informations essentielles de votre état civil, c'est pas la peine de dire on peut dire marié, effectivement, ça peut donner des indices. On donne son nom, son prénom, son adresse email, son numéro de téléphone, c'est important. Il y en a qui font des CV et qui ne mettent pas le numéro de téléphone. Après, le recruteur, il ne sait pas comment pouvoir vous joindre. Donc, c'est très important de mettre le contact téléphonique, de mettre les éléments de... C'est pas la peine de revenir sur le nom de votre père, le nom de votre mère, votre acte de naissance et tout. Le recruteur, et déjà, ça vous prend beaucoup d'espace dans le CV. Donc, ce qui est recommandé, c'est vrai, mettre uniquement des éléments synthétiques qui vont permettre de vous décrire et de pouvoir vous contacter si effectivement nous sommes intéressés. Alors, est-ce qu'on met l'âge, est-ce qu'on ne met pas en fonction des positions? Oui, ça peut être intéressant parce que l'âge également peut donner un indice sur votre capacité, on va dire votre capacité d'apprentissage. Ça peut être important également de pouvoir préciser votre âge. Alors, faire une description claire et percutante, ça veut dire quoi? Ça veut dire en entrée de votre CV, lorsque vous avez mis vos informations, les informations concernant votre état civil, votre contact, c'est bien de pitcher. Pitcher, c'est en 1-2 phrases, trouver la phrase qui va accrocher, qui va permettre à votre recruteur de... Voilà. En général, on a des phrases un peu passe-partout du genre « je suis diplômé en ceci ». Non, diplômé, on voit votre diplôme dans votre CV, ça se lit. On voit l'école que vous avez faite, on voit les filières. Beaucoup de gens, en général, sur cette partie-là, mettent les domaines d'expertise. Et en général, quand on parle de domaine d'expertise, on cite toutes les matières qu'on a eues à l'école. Ce n'est pas ça. Les matières que vous avez eues à l'école n'ont rien à voir dans votre CV. Le recruteur est intéressé par votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est quoi vos motivations? Donc, les filières, tout ce que vous avez fait à l'école, il faut essayer, si vous voulez le mettre en évidence, mettez-le en évidence peut-être dans le cadre d'une expérience qui a été la vôtre au sein d'une entreprise. Alors, il faut retracer son parcours académique et surtout dans la partie formation. Dans la partie formation, vous allez revenir sur ce que vous avez fait. Alors, quand vous avez une licence, ce n'est pas la peine de mettre le baccalauréat, ça vous prend de l'espace pour rien. Puisque si vous avez une licence, forcément, on suppose que vous avez un baccalauréat. Donc, concentrez-vous en général sur les formations du supérieur, où vous avez votre licence, vous avez votre master, votre doctorat, pour ceux qui ont du doctorat. Intéressant aussi, il faut mettre l'école dans laquelle vous avez eu votre diplôme. Il faut également mettre l'année d'obtention de votre diplôme et la spécialité dans laquelle vous avez eu votre diplôme. Très important. Ensuite, vous devez parler de votre expérience professionnelle de manière concise, claire et structurée. Alors, on va voir dans certains CV, je vais dire j'ai été conseiller qualité en 2008 et en bas, je vais dire j'ai été aussi conseiller client en 2005. Il faut avoir un ordre chronologique. Commencer par le plus récent au plus ancien. Ensuite, lorsque vous avez beaucoup d'expérience, il faut pouvoir, vous avez la possibilité de commencer même, ou alors lorsque vous n'avez pas, pour ceux qui sont pas allés loin à l'école, mais qui ont une bonne expérience professionnelle, c'est de commencer par décrire votre expérience professionnelle avant de parler de vos diplômes. Ça accroche aussi le recruteur parce que à la fin de la journée, c'est ça qui est le plus important. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, mais après, quand on vous prend, vous n'êtes pas percutant sur la position. Donc, première chose, c'est vraiment de se concentrer. Ensuite, il ne s'agit pas d'énumérer, de faire une liste de ce que vous avez eu à faire.
Ce qui est important pour le recruteur, c'est de pouvoir dire, voilà ce que vous avez fait, quel a été votre rôle ou votre position au sein de l'entreprise X, c'est quoi cette entreprise, le nom de cette entreprise-là. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait concrètement et quelles sont les missions principales qui étaient les vôtres. Et à la fin, pouvoir mettre quelques réalisations majeures dans votre rôle, dans le rôle que vous annoncez en tout cas dans votre CV. C'est important de mettre ces réalisations-là. Et si elles sont chiffrées, c'est encore mieux, parce que ça vous permet également d'avoir, comme on dit, un impact plus rapide également dans la lecture. Le recruteur a comment on dit ça, il perçoit plus rapidement, en tout cas, la contribution que vous pouvez avoir dans son activité. Alors ensuite, une fois que vous avez listé de manière concise, ce n'est pas la peine de revenir sur toutes les tâches, prenez les missions les plus importantes, c'est celles que vous affichez. On sait en général, lorsque vous avez une position, que vous faites beaucoup de choses, mais revenez sur les éléments qui peuvent impacter et qui pouvaient être un atout pour la position pour laquelle vous postulez. Ensuite, il faut pouvoir préciser les langues et vos aptitudes. En général, dans le CV, on dit langue parlée, anglais, français, allemand, c'est bien. Mais il faudrait pouvoir le préciser à quel est le niveau de maîtrise de ces éléments-là. Si je parle l'anglais, je vais dire lu, parlé, écrit. Sur une échelle de 1 à 3, je vais mettre 1 sur 3, 2 sur 3. Et attention, le CV, si vous annoncez des choses dans votre CV que vous ne saurez pas défendre en entretien de recrutement, ce sera néfaste ou alors désavantageux pour vous, parce que c'est pas la peine de dire, si vous avez juste des notions de base, des notions primaires, genre l'école, vous avez fait à l'école, on vous a donné 2-3 leçons d'anglais, de français et tout, dites tout simplement que votre niveau est scolaire, on sait comprendre. Mais si vous dites niveau 2, niveau 3, et qu'après on vous pose une question en anglais et puis vous ne savez pas répondre, c'est un peu comme voilà, c'est un mensonge et c'est pas très bien vu par votre recruteur et c'est pas très bien. Donc les logiciels informatiques, pareil, Photoshop, Illustrator, Adobe, Word, Excel, c'est important de dire à quel niveau vous maîtrisez ces applications-là, c'est important. Ensuite, il faut vous mettre en valeur au travers de vos centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est ce qui vous passionne dans la vie. C'est également, le centre d'intérêt traduit également votre personnalité. En fonction, dans certaines études qui vont un petit peu plus loin, en fonction du fait que vous fassiez du football, par exemple, et quand vous jouez du football, vous êtes plutôt attaquant que défenseur, ça a une signification dans la perception de votre personnalité. Donc, c'est important de parler de ces centres d'intérêt. C'est important également de mettre en avant vos expériences associatives, parce que ça prouve également que vous savez vous intégrer au sein d'une équipe, vous savez faire et composer avec une équipe. Et puis, il faut vous vendre. Vous vous vendez dans votre CV comment? Parce que vous avez à dire, bien sûr, c'est le fond et la forme. La forme est très importante. Donc, dans la forme, il faut pouvoir dire, rendre votre CV attrayant. Est-ce que vous voulez mettre une photo? Bon, ça dépend. Et même si vous mettez des photos, attention aux photos que vous mettez sur vos CV. Ce n'est pas des photos olé olé. Allez plus sur des photos qu'on va dire corporate, où vous savez que, bon, voilà, on va quand même voir un tel, on sent quand même qu'il y a un peu de sérieux dedans, pas comme le monsieur qui tire la langue ici et tout ça. Donc, ayons des photos pro, comme on va dire, pour avoir l'air sérieux dans ce que nous donnons, dans ce que nous avons à proposer. Et puis, indiquer ses comptes Facebook. Alors, c'est très bien, ces comptes sur les réseaux sociaux. On peut le faire, mais après, attention, quand vous mettez vos comptes des réseaux sociaux, rassurez-vous derrière que tout est clean là-dedans. Parce que votre recruteur peut dire, ah tiens, il a un compte LinkedIn, que j'aille voir. Et puis, il va sur votre compte LinkedIn, et puis ils vont voir des photos olé olé, et les photos des boîtes, et les photos ceci. Tout ça, en fait, a des incidences sur comment est-ce que vous êtes perçu par votre recruteur. Donc, attention, si vous mettez des éléments sur les réseaux sociaux dans votre CV, allez vite effacer, corriger, enlever les photos un genre, pour avoir quand même l'air de, voilà, fit. Surtout si on veut venir chez Orange Cameroun, c'est quand même des gens sérieux, quoi. Donc, essayons voilà. Sinon, ne les mettez pas, ne mettez pas vos contacts. Si vous êtes recruté demain, après-demain, de toute façon, les réseaux sociaux, ça vous appartient, c'est votre vie privée. Votre employeur ne viendra pas vous demander de mettre telle ou telle autre photo. Donc, voilà. Et puis,
Donc, comme je le disais, on évite l'énumération successive des emplois. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce n'est pas important. Ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce que vous avez fait et quelle est la valeur ajoutée que ça peut nous apporter en tant que recruteur. Les fautes d'orthographe, oulala. Ça, au premier regard, si la première phrase, il y a déjà 3 S de perdu, ben, rassurez-vous, on ne va pas continuer la lecture. Donc, faites très attention quand vous faites votre CV. Faites-le lire également par d'autres personnes qui peuvent avoir un regard sur ce CV-là et qui peuvent vous dire « Ah tiens, ici tu as oublié ci, ici tu as oublié ça ». C'est très important, surtout sur des positions où on va vous demander d'avoir quand même un bon sens de la rédaction. Voilà. Et il faut pouvoir rendre et restituer correctement. Les informations qui sont floues, les incohérences chronologiques. Je suis allée de 2008 à 2005, et puis entre 2005 et 2008, on ne sait pas trop ce que j'ai fait. Attention, il faut pouvoir mettre qu'est-ce que vous avez fait, ou si vous ne l'avez pas mis, pouvoir avoir une très bonne explication de ce que vous avez fait entre 2005 et 2008. Ça va vous aider, ce sera important pour vous pendant l'entretien de pouvoir le restituer. Certaines personnes omettent souvent de mettre un certain nombre d'expériences. Mais je me rappelle aussi, juste une anecdote, nous avions eu à recruter en 2012, si je me rappelle, un collaborateur. Pourquoi? Parce que dans son CV, entre ces 2 temps, il avait fait, comme on dit, de la débrouillardise. Il a fait du taxi. Et il a mis sur son CV, j'ai fait du taxi. Sauf que, effectivement, ben, quand vous l'entendiez parler, on sent bien qu'il l'a fait parce qu'il avait besoin de rechercher un emploi. Donc, ce n'est pas des choses qui vont vous discréditer. Tout dépend de comment vous le dites dans votre CV. Voilà, donc je vais laisser la parole à Bertie sur la partie de l'entretien. Merci Christelle. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bonsoir déjà à tous les internautes. Je suis Bertie Ngando, je suis responsable du département recrutement au niveau de la direction des ressources humaines. Alors, là maintenant, nous allons partir sur la préparation d'un entretien d'embauche, comment réussir son entretien d'embauche, parce que nous trouvons souvent désolant d'avoir des candidats qui nous ont envoyé de très bons CV, qui ont été présélectionnés, qui ont pu décrocher un entretien d'embauche, mais arrivés à l'entretien, ne sont même pas capables de se présenter ou alors de présenter leur expérience professionnelle. Tout simplement, on se rend compte qu'ils n'ont pas préparé l'exercice. L'entretien d'embauche est un exercice sérieux qu'il faut préparer avec beaucoup de sérieux pour pouvoir faire une bonne impression devant le recruteur, devant la direction opérationnelle qui recherche un profil particulier. Alors, pour réussir son entretien d'embauche, il y a des éléments qu'il faudrait faire avant l'entretien. Il y a un pendant l'entretien et il y a un après l'entretien. Avant l'entretien, comme je le disais, il faudrait préparer son entretien. C'est un exercice qui se prépare. Aujourd'hui, nous avons la chance sur Google. On peut googliser comment préparer son entretien et vraiment, vous allez trouver des canevas, des questions qui sont en règle générale posées par les recruteurs et même des questions spécifiques par rapport à des positions particulières pour lesquelles on apply. Il faut préparer sa chemise, il faut être présentable. Pendant l'entretien, il faut faire une bonne impression. Il y a des étapes à réussir, des étapes clés qu'il faudrait réussir pendant l'entretien. Il y a des postures qu'il faudrait avoir, il y a des gestes et des propos à éviter. Il y a également, on peut savoir si on a réussi son entretien. Et après l'entretien, il faut pouvoir faire une auto-évaluation et peut-être relancer l'équipe recrutement pour avoir un feedback sur son entretien. Alors, avant l'entretien, préparons notre entretien. Il faudrait déjà se renseigner sur l'entreprise. Nous voyons souvent des candidats qui arrivent, qui nous disent qu'ils sont motivés, ils veulent rejoindre Orange Cameroun. Vraiment, c'est l'entreprise de leurs rêves. Mais une seule question, celle de savoir c'est quoi Orange Cameroun, par exemple. Ils sont incapables même de vous donner ne serait-ce que le nom même du directeur général d'Orange Cameroun. Ils sont incapables de vous dire de façon structurée le secteur d'activité dans lequel Orange Cameroun évolue. Ce n'est pas... Ça dénote d'un manque de préparation. Ça remet en cause ou en question vos motivations à rejoindre
l'entreprise, parce que si on est motivé par une entreprise, le minimum, c'est de pouvoir se renseigner sur cette entreprise-là. Il faudrait vous renseigner sur le poste pour lequel vous candidatez. Ce n'est pas seulement de venir, et c'est des points qu'on voit tous les jours en entretien, des candidats qui arrivent, qui ne se sont même pas renseignés, qui n'ont même pas lu la fiche de poste que vous leur avez envoyée. Ben, ils ont vu, ils ont été convoqués, ils ont même reçu la fiche de poste, mais ils n'ont pas fait plus que ça leur exercice d'entrer dans la fiche de poste, de comprendre quelles sont les missions et les attentes de l'entreprise par rapport aux candidats qu'ils recherchent. Troisièmement, il faudrait se renseigner aussi, si vous pouvez, sur les personnes qui vous feront passer l'entretien. Vraiment, si vous connaissez une ou deux personnes dans l'entreprise, pourquoi pas? C'est tout à votre honneur, c'est tout à votre avantage de vous renseigner et de, OK, j'ai tel entretien à passer, j'ai été convoqué, quelles sont les personnes avec lesquelles je pourrais m'entretenir? Ça vous permet également d'être prêt, de voir quels sont les types de questions qu'on pourrait vous poser. Il faudrait préparer vos réponses, comme je le disais avant. Si vous avez un canevas des questions qui peuvent vous être posées, ben préparez vos réponses à toutes les questions. Faites des jeux de rôle devant votre miroir. Vraiment, j'insiste dessus. Placez-vous devant votre miroir, posez-vous des questions, apportez-y des réponses. Si vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous accompagner dans cet exercice, n'hésitez pas. Je vous assure que ça vous permettra d'être prêt pour le jour J. Enfin, il faudrait préparer et adapter votre discours et la description de vos expériences au poste et à l'entreprise. C'est très, très important. C'est vraiment important. Alors, la préparation de la chemise pour les entretiens en présentiel. Aujourd'hui, avec le Covid, on développe de plus en plus aussi les entretiens en version digitale. Et même quand c'est des entretiens en version digitale, il faudrait que vos CV soient à jour. Vous avez un CV à jour, vous avez une lettre de motivation, que vous ayez un bloc-notes pour pouvoir noter. Par exemple, quand vous arrivez, si le panel s'est présenté, que vous puissiez noter les noms et l'identité des personnes avec lesquelles vous avez échangé, que vous puissiez noter les points importants de votre échange, que vous ayez un exemple de travaux, de lettres de recommandation, c'est toujours important. Je vois même parfois des candidats qui préparent des présentations pour venir vous présenter un plan d'action sur lequel ils ont réfléchi, ils ont travaillé par rapport à une position particulière. C'est très important. C'est des choses qui permettent de marquer des points et qui font la différence avec les autres. Troisième point, il faudrait préparer votre tenue. Vraiment, comme on le dit, vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. C'est vrai que l'habit ne fait pas toujours le moine, mais c'est à son habit qu'on reconnaît le moine. Si vous venez en entretien, prenez la peine d'avoir une jolie tenue, d'avoir pour les dames une jupe ou une robe qui peut-être vous couvrira, qui arrivera peut-être sur les genoux, que vous n'ayez pas des tenues suggestives. Pour les messieurs, que vous ayez une tenue correcte, que vous n'ayez pas des couleurs trop frappantes. C'est souvent mieux de ne pas avoir des couleurs frappantes parce que c'est des couleurs en psychologie qui peuvent susciter des émotions négatives auprès des personnes avec lesquelles vous allez discuter. Donc, c'est véritablement un point important. Arrivez, soyez propre et une tenue correcte. Dès que tout ceci est fait, vous êtes reçu en entretien, vous êtes élégamment habillé. Si c'est un entretien en présentiel, donnez une poignée de main franche et cordiale aux panélistes, aux personnes avec lesquelles vous allez discuter. Installez-vous correctement dans votre siège. Il ne faudrait pas que vous ayez parfois, on a des candidats qui sont affalés, qui ont la main sur la joue, qui ont des postures vraiment, des postures négligentes, on va dire ça ainsi. OK, restez à l'ouverture. Et ensuite, pendant l'entretien, le recruteur va se présenter. Il présentera le panel qui discutera avec vous. Vous également, on va vous demander de vous introduire. Vraiment, ça, c'est les étapes, j'ai envie de dire, clés. Après, on peut avoir des déviations, des choses qui s'ajoutent. Mais un entretien classique, c'est ces 5 étapes-là, excusez-moi.
Donc, le recruteur se présentera, comme je disais, il présentera le panel, il vous présentera même la position pour laquelle vous êtes convoqué, vous avez été invité. On vous demandera de vous introduire, de vous présenter vous-même, et puis il y aura un échange de questions, réponses avec le recruteur, avec le panel qui vous interviewera. Et on vous demandera si vous avez des questions pour le recruteur, si vous avez des questions pour le panel. C'est des points qu'il faudrait préparer parce que parfois, c'est des questions qui déstabilisent un candidat quand on lui demande « Est-ce que vous avez une question pour nous? Est-ce que vous avez une question pour le panel ?» Quand vous n'avez pas préparé cet exercice, soit, moi j'ai vu des candidats qui avaient bien presté et à ces questions-là, venaient remettre en question un peu tout ce qui avait été dit et fait avant. Parfois, ils viennent, ils posent... Le candidat pose une question qui remet en question, vous vous demandez s'il a très bien compris même pourquoi est-ce qu'il est là. Donc, il faudrait préparer cet exercice-là. Et puis, à la conclusion, le panéliste, le recruteur conclura et vous dira quelle est la suite du processus. On vous demandera vous-même si vous avez un point, une remarque, avant qu'on ne conclue, et on vous parlera des prochaines étapes et on vous dira comment est-ce qu'on reviendra vers vous pour vous contacter. Donc, là, vous avez affiché quelques postures et gestes et propos à éviter. Donc, évitez de cacher votre bouche. Parfois, le stress fait qu'on cache sa bouche, on met la main sur les yeux. Il faudrait éviter. Il faut vraiment avoir de l'assurance. Il faudrait, je sais que ça peut être difficile, c'est souvent difficile, mais on essaye en tant que recruteur de vous mettre souvent à l'aise et il faudrait éviter de toucher votre cravate pour les hommes. Ne vous grattez pas, évitez de vous gratter, évitez d'avoir des tics, évitez d'être en retard. Évitez d'être en retard. J'ai vu des candidats, on a souvent vu des candidats qui arrivent en retard à des entretiens de recrutement et qui ne prennent même pas la peine parce qu'après ça peut arriver. On est tous des humains, on peut avoir pris toutes les dispositions pour arriver, pour être à l'heure à l'exercice, pour l'exercice, mais on tombe dans un embouteillage ou dans un accident qui était imprévu et on se retrouve en train d'être en retard. La moindre des politesses serait d'appeler, de contacter la personne qui vous a appelé et de lui passer l'information selon laquelle vous aurez un petit retard. Comme ça, le panel, c'est pour pouvoir s'organiser et se réorganiser pour pouvoir vous recevoir quand vous allez arriver. Évitez comme posture également la désinvolture. Donc ça, c'est ce que je disais vraiment précédemment. Évitez de vous jeter sur votre siège là. Même en entretien digital, c'est des points qui sont notés. Même en entretien digital, puisque c'est des vidéoconférences, on regarde votre posture, on regarde si vous parlez avec assurance, on regarde comment est-ce que vous êtes positionné devant la caméra. N'adoptez pas l'attitude de quelqu'un qui observe, qui se demande je fais quoi là, pourquoi est-ce que je suis là, qui ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire dans l'exercice. Il faudrait que votre téléphone soit éteint ou alors que la sonnerie soit désactivée. Donc, il faudrait éviter de faire sonner son téléphone. Il faudrait, pendant l'échange avec le recruteur, avec la direction opérationnelle et vraiment tous les panélistes, éviter de raconter sa vie. Éviter de se lancer vraiment dans un monologue. Vous avez des candidats, par exemple, quand on leur demande de se présenter, ils vont prendre 10-15 minutes pour se présenter. Ils vont vraiment répondre même aux questions que vous ne leur avez pas posées. Ils vont se pencher sur beaucoup de points qui n'ont même pas été abordés. Il faudrait vraiment éviter ça. Il faut être concis, il faut être précis, il faut répondre aux questions qui vous sont posées avec le maximum d'informations possibles, mais sans traîner sur la longueur. Évitez de faire également preuve d'arrogance. C'est bien d'avoir de l'assurance, mais il y a une nette différence entre l'assurance et l'arrogance. Christelle l'a dit avant, évitez de mentir, parce qu'en règle générale, on finit toujours par recouper l'information. Parfois, c'est même pendant l'entretien, parce que vous allez donner une réponse, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le parcours des panélistes qui sont là, vous ne connaissez pas les informations qu'ils ont, donc il vaut mieux
toujours dire la vérité, même si c'est une vérité qui n'est pas bonne à entendre, il vaut mieux la dire. Il vaut mieux la dire que de mentir. Évitez de déprécier votre ancien employeur ou votre précédent employeur. Pourquoi est-ce que vous voulez quitter de votre emploi? Vous voulez quitter votre employeur actuel? Pourquoi est-ce que vous avez quitté votre précédent employeur? Il vaut mieux éviter de rentrer dans « non, ils ne faisaient pas ci, non, ils sont comme ça, non, non », parce que on se dira que quand vous viendrez chez nous, c'est exactement de la même manière que vous allez nous déprécier quand il faudra nous quitter. Donc, c'est des points qui ne sont pas très bien vus. Alors, en règle générale, on sait quand même voir si l'entretien a été intéressant. Si, quand vous avez des interlocuteurs qui ne veulent pas vous laisser, qui rentrent dans une discussion vraiment passionnante avec vous, je pense quand même que vous pouvez vous dire que l'entretien était intéressant et qu'il a été, c'était un bon entretien. L'évocation de votre future collaboration, quand vous avez vos interlocuteurs qui vous disent la prochaine fois que nous nous verrons, quand vous prendrez vos fonctions, ça peut également être des indices d'un entretien réussi. Ça veut dire que les panélistes se voient déjà, vous voient déjà comme partie prenante dans la structure. Le temps et l'énergie que le recruteur, que l'un des membres du panel met à vous vendre le poste et l'entreprise. Ça également, c'est un indice d'un entretien réussi. On peut, parfois quand on a un candidat, il nous arrive de lui demander s'il a d'autres pistes de recherche d'emploi, vraiment pour voir s'il est sur plusieurs autres processus de recrutement et voir si nous devons nous dépêcher pour pouvoir finaliser, conclure le processus pour lequel nous l'avons convoqué. En conclusion, les signes d'un bon entretien d'embauche n'ont rien à voir avec la convivialité, mais avec l'efficacité. C'est vraiment une conjugaison de tous ces indices-là qui pourrait faire de vous le candidat que nous voulons, qui pourrait vous montrer que votre entretien a été réussi. Lorsque vous avez terminé l'entretien, lorsque l'entretien est terminé, il y a quand même des exercices à faire. Il y a un exercice, ça ne s'arrête pas là. L'entretien d'embauche ne s'arrête pas lorsque l'entretien est terminé. Quand vous arrivez chez vous, il y a une auto-évaluation à faire. C'est très important. Il faudrait faire une auto-évaluation franche et sincère. Il faudrait véritablement être sincère avec vous-même, que vous puissiez noter les points forts que vous avez eus pendant l'entretien, vos points faibles, que vous fassiez le bilan pour pouvoir corriger toutes vos faiblesses, parce que ce ne sera peut-être pas, cette fois-ci ne sera peut-être pas la bonne, mais il faudrait que la prochaine fois, vous puissiez venir en ayant corrigé les points de faiblesse que vous avez eus lors du précédent entretien. Une fois que vos points forts et vos points faibles ont été identifiés, vous devez exploiter les données, effectivement, comme je disais, pour corriger les imperfections et rendre encore plus visibles vos points forts. L'équipe recrutement revient toujours vers les candidats qui ont participé à un processus de recrutement, justement, pour leur faire un feedback qui leur présente les points forts et les points faibles également. Et lorsque vous recevez ce retour-là, lorsque vous recevez ce feedback, véritablement prenez-le en considération et travaillez les points faibles qui vous ont été notifiés s'il y en a. Si vous avez des points forts, continuez à les améliorer, le continuous improvement, continuez à les améliorer pour que la prochaine fois, ce soit encore plus que parfait. Après 2 semaines, ce serait bien, vous pouvez relancer votre recruteur, que ce soit par téléphone. Et également, c'est bien vu souvent de faire un email de remerciement si vous avez l'adresse email des panélistes qui vous ont reçu ou alors du recruteur qui vous a contacté, faire un gentil email pour remercier l'équipe du recrutement ou pour remercier l'équipe de l'entreprise de vous avoir reçu, de vous avoir donné cette opportunité pour un entretien et leur dire que vous restez à leur disposition. Peut-être revenir sur les points que vous n'avez pas pu développer pendant l'entretien en leur
présentant encore votre motivation, revenant sur votre motivation en leur disant que vous restez motivé pour rejoindre l'entreprise. Mais n'insistez surtout pas, parce qu'après, ça devient... Ça donne souvent l'inverse. On a parfois également des candidats qui finissent, après 10 jours, après 2 semaines, commencent à vous harceler avec, en vous demandant quand est-ce qu'ils seront retenus, quand est-ce qu'ils seront appelés. Donc, je vous remercie. Gisela et Ren, vous avez la parole. Wow, that was edifying, beautiful. I wish I had some of this before coming to meet C'est bien these ce que je iron me ladies. disais, hein, parce que pendant qu'elle parle, tu te replonges sur tes entretiens d'embauche. Tu te dis, est-ce que c'est tout ça qu'elle regardait le jour où je lui parlais, en fait? C'est très intéressant de voir tout ça, de very comprendre tout ça. interesting. It's like opening a box of secret and Tout à fait. then giving us some. C'est ça. Fortunately, we are here. Heureusement pour nous, hein. Yeah, for the other persons are not here, sorry. Mais on va dire qu'ils ont la chance que nous, on n'a peut-être pas eu de savoir ce à quoi les équipes ressources humaines sont attentives pendant un entretien. Donc, j'espère, chers internautes, que vous avez bien tout noté depuis tout à l'heure. Gisèle vous demande de prendre un stylo et un papier. Vraiment, cette session, c'était celle pendant laquelle il fallait surtout pas manquer du stylo et du papier pour noter tout ce que vous devez savoir pour avoir un entretien d'embauche réussi. Un CV parfait, et bien évidemment, on le précisera, que ce soit pour passer à Orange, que ce soit pour aller postuler ailleurs, parce que il faut qu'on fasse comprendre à ces internautes que ce n'est pas les méthodes d'Orange, mais on est en train de leur dire ce qu'il faut faire dans leur quête aujourd'hui de l'emploi. Donc ne pensez pas que c'est le jour où Orange vous appelle, que vous rédigez le CV comme Christelle vous a appris, ou bien que vous faites ce que Bertil nous a conseillé. Non, c'est ce qu'il faut faire tous les jours pendant la recherche d'emploi. Merci mesdames pour cette très belle présentation. Et vous vous doutez bien qu'on a une pléthore de questions. Yeah, before we come to those questions, sorry for cutting you, Rain. I just want to, for those English viewers that we were just so quiet for Bertine to finish, as well as Christelle. There is something that Bertine actually made mention of, that when you're coming for an interview, be it a woman or a man, be presentable. That is something that a lot of persons minimize. A lot of persons do not take it seriously. Somebody can be presentable but does not smell good. Because you were in a rush, you were running and you start sweating. And when you're nervous, there's body odor. And imagine you enter into a room with the air conditioned and everywhere is fresh. The odor that comes out is horrible. And it's already a turn-off for some persons. Human nature is human nature. The person, it's not wicked, but it's just a turn-off. Now, for ladies, do not dress, as she said, give signals. Some ladies would like to cover up and open down, cover down and open up. Ladies connected, you understand what I'm saying. I'm looking at you. So, please, Orange Cameroon is all about ethics, as it was said this afternoon. No harassment. And harassment is not only for ladies, for men too. So please, when you're coming for an interview, you dress well, so that we do not give an opportunity to harass our male counterparts. Because if you are seen in an attire, I'm actually being very specific about the attire from everything that was said, because it's something that our youth, us, I point myself inclusive, because we make mistakes. We wear wrong dresses to wrong events. We interchange our events. We just think that because we look good, we should go. But we do not look at the kind of events we are going, the kind of personality we need to represent. In a professional milieu, it is not your body, but the mind behind and the objective that you're going to attend. So that's just what I wanted to. C'est très intéressant, important d'ailleurs de le dire. Des fois, on en fait trop, on voulait être trop bien habillé. Moi, j'ai une expérience telle quelle. Je suis allée à un entretien d'embauche. J'en avais effectivement trop fait, mais pas dans la partie s'ouvrir, mais une tenue qui, normalement, j'aurais peut-être mise pour aller à un cocktail. Et la dame se demandait, mais est-ce que vous êtes certaine que c'est un poste, je crois, dans le commercial, sur le terrain? Donc, elle regarde les escarpins bien dorés en bas, avec des petites perles. Voilà, elle m'a demandé, mais est-ce que vous savez même pourquoi vous veniez poster? J'ai dit, mais non, madame, on a dit qu'il faut être bien habillé pour un entretien d'embauche.
Mais effectivement, à la fin, j'étais habillée comme quelqu'un qui allait à un mariage. Yeah, and Donc it's ça not, fait trop. it doesn't tie to the action under which you're going, because Tout you're à going fait. for a marketing field Voilà. activity. Okay, now we are going to go over to the Director of Human Resource. She's going to tell us briefly or resume on this, why Christelle is bringing up the first question. Ma, can you just teach us more? Oh, il n'y aura pas grand-chose à ajouter parce que je trouve que cette présentation que nous avons préparée donne vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Le problème viendra du fait que nos internautes, les personnes qui sont avec nous cet après-midi, ne prennent pas en compte tous ces éléments qui leur ont été proposés, parce que c'est vraiment en travaillant sur les points suggérés qu'on peut vraiment se démarquer lors d'un entretien, mais surtout qu'on peut être confiant, parce que la confiance en soi, quand on va à un entretien, est un atout pour la personne qui postule. Il faut pouvoir être concentré dans les échanges qu'on a avec le panel, avec les personnes avec qui on doit faire l'échange, sans être distrait. Et la distraction peut venir très vite, on peut se laisser impressionner ou distraire très vite, parce que si on revient par exemple sur la question de l'habillement ou des odeurs, parce que Gisela m'a pratiquement enlevé le sujet de la bouche, au-delà de la tenue, il faut se laisser accepter. Alors quand vous arrivez, votre tenue peut créer une barrière invisible. Si vous arrivez parce que vous étiez en retard et qu'effectivement vous avez transpiré, l'attitude des personnes qui vous reçoivent peut vous envoyer un signal qui vous met mal à l'aise. C'est pour cela qu'on vous donne tous ces points pour que vous puissiez vous préparer le mieux possible, de sorte à être confiant sans être arrogant, on l'a dit, et se concentrer dans l'entretien à convaincre, parce que vous devez convaincre un jury. Vous devez, que ce soit un jury composé d'une personne ou de plusieurs personnes, vous devez faire la différence, vous devez montrer que vous êtes vraiment la personne qu'il faut, en tout cas l'une des meilleures personnes, parce que le recrutement est concurrentiel, vous n'êtes jamais le seul candidat. Donc, pour un petit détail, la différence peut être faite et vous pouvez perdre une opportunité que vous avez longtemps cherchée. Merci beaucoup. Je n'ajouterai pas grand-chose. Je trouve que ce qui a été dit était très bien dit. Merci DRH. On va suivre directement avec les questions. Alors, je vais peut-être me diriger vers Christelle. La question de l'internaute Manuel. Si vous avez fait un stage dans une entreprise qui a fermé ses portes, peut-on le marquer dans un CV ? Absolument, je vais dire absolument. Le stage que vous avez fait, c'est une expérience que vous avez. Donc, vous prenez juste cette expérience et il s'agit juste, comme on l'a dit tout à l'heure, de savoir dire ce que vous avez fait. Le stage, comme on l'a dit hier, ce n'est pas de dire j'ai porté le café, je suis allé faire des photocopies. Donc, si vous avez eu une expérience spécifique, un projet qui vous a été confié, une activité qui vous a été confiée, à ce moment-là, oui, vous mettez dans votre CV. Et vous pouvez mettre entre parenthèses dans le CV que cette entreprise n'existe plus. Vous pouvez le mentionner ou ex quelque chose. Vous pouvez le dire dans le CV également. Bien sûr que vous pouvez le mettre. Merci Christelle. Alors une question pour Berthilde. Comment pouvons-nous parler positivement de nos points faibles pendant un entretien d'embauche ? Alors, comment positivement parler de ses points faibles pendant un entretien d'embauche? Déjà, il faudrait préparer cette question-là, déjà premièrement, et sélectionner les points faibles ou le défaut qu'on mettra en avant. Il faudrait, par exemple, pas venir parler de... Si on vous demande quel est votre point faible, que vous veniez parler de la procrastination, par exemple. Ça veut dire quelqu'un qui remet toujours tout à demain. Par exemple, prenons un point pareil, ça posera des questions. Enfin, le recruteur vous regardera et se dira, si c'est le point faible du candidat, alors il y a quand même un problème. Maintenant, parlez de vos points faibles en toute transparence, mais après rebondissez dessus en précisant que vous êtes en train de travailler dessus ou que vous avez pris déjà des actions pour pouvoir corriger ce point-là. Parfois même préciser quels sont les points que vous avez pris de façon transparente. Mais choisissez les points faibles que vous présentez au recruteur. Okay, there's a question also from Emery Guy.
He's asking about if you're a candidate in that has posted for a job in Orange Cameroon, and then you were chosen, you went through the interview, and was called up maybe for a second interview, but not retained for the final. Is it possible for you to, in future, apply again in Orange Cameroon, or is it that your CV does not just tie? Quand on est déjà présélectionné, quand on est déjà invité pour des entretiens, ça veut dire qu'on est vraiment dans le haut de la pile, c'est-à-dire qu'on s'est fait remarquer positivement. Malheureusement, quoi qu'il en soit, il n'y a qu'une seule personne qui sera recrutée. Et ce que nous faisons lors des processus de recrutement, c'est que nous observons les bons candidats, et quand nous ne les recrutons pas sur la position ouverte, nous les mettons dans une shortlist, une sorte de banque de bons profils, parce que dans les fiches d'évaluation, il y a la question, est-ce que vous recommanderiez cette personne pour un autre poste? Et il nous est arrivé bien des fois de proposer à des candidats qui étaient venus pour une position l'emploi automatique pratiquement sur un autre poste. Et à ce moment-là, ils n'ont pratiquement plus grand-chose à faire comme processus de recrutement. Donc, bien sûr que si on n'est pas retenu, cela ne veut pas dire qu'on est mauvais. Cela veut dire qu'il y avait quelqu'un qui a mieux convaincu le jury que nous. Et on a des chances, effectivement, de revenir. On peut repostuler autant de fois qu'on le veut. Et il y a des chances qu'on soit gardé dans des shortlists pour être appelé à court, moyen terme sur d'autres positions. Okay, an author is asking, how do you answer to the famous question on salary claim? Each time during interview at the end, they're like, what do you want? What are you requesting as salary? So he's asking, how do you answer a human resource during the panelist on salary claim? Alors, la plupart des candidats, quand on pose cette question, c'est parce qu'on pense que c'est une question piège et que si on ne donne pas exactement le montant qu'on veut entendre, on va être disqualifié, pas du tout. Si vous êtes la personne qui est retenue, peu importe votre prétention salariale, Orange Cameroun vous fera une offre parce qu'à ce moment, c'est nous qui vous faisons la cour. Quand nous voulons vous accueillir, quand vous nous avez démontrer que vous êtes la personne qu'il nous faut, c'est à nous maintenant de vous faire une offre qui vous donne envie de nous rejoindre. Donc là, les choses sont un peu inversées, vous n'avez pas tellement à vous en faire. Donc on va vous proposer ce qui est prévu, et en fonction de la rareté de votre profil, du temps qu'on met, parce qu'il y a des positions qui sont assez faciles à recruter, et il y en a où c'est plus compliqué. Et quand c'est compliqué, la personne pressentie, elle est en position de négocier. Et on peut souvent aller même au-delà de ce que nous avions prévu en termes de budget. Parce que tout ça, ça se passe dans le cadre d'une entreprise. Donc, il y a des questions budgétaires. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut dire exactement ce qu'on veut. On peut vous demander pourquoi vous pensez que c'est ce salaire. Votre prétention peut être inférieure au budget, mais on ne va pas vous payer au rabais, parce que ça ne sert à rien. Une fois que vous serez dans l'entreprise, ça va poser d'autres problématiques. Et ce matin, on parlait de RSE, d'éthique. Nous faisons vraiment un recrutement qui est cadré, normé, aussi par la technicité que Christelle et Bertie ont présenté, mais aussi par des règles d'éthique. On ne veut pas escroquer les gens quand ils arrivent. On va vous payer le juste prix en fonction de ce que nous avons prévu. Donc, il faut être à l'aise, il faut dire ce qu'on veut. Bien, merci, madame. Alors, une autre question. Bonjour, madame. Merci pour le webinaire. J'aimerais savoir comment bien répondre à la question « Pourquoi quittez-vous votre employeur ?» Alors, à la question « Pourquoi quittez-vous votre employeur ?» il faudrait être transparent. Enfin, transparent, oui, sans pour autant déprécier l'employeur. Parfois, c'est parce qu'on recherche un nouveau challenge, parce qu'on n'a plus de possibilités d'évolution dans l'entreprise, par exemple. Il faudrait véritablement vraiment mettre sur la table qu'on recherche un nouveau challenge, qu'on est intéressé. Vous pouvez, par exemple, mettre en avant que vous êtes intéressé par l'entreprise pour laquelle
vous êtes en train de candidater sans forcément déprécier votre employeur. Le point ici, c'est de ne pas déprécier votre employeur actuel. Profitez-en pour encenser l'employeur que vous courtisez, l'entreprise dans laquelle vous voulez entrer. Il y a les challenges, les nouveaux challenges que vous cherchez. Il y a vraiment plein de raisons que vous pouvez mettre sur la table. Merci beaucoup, Berthilde. Alors, Françoise qui nous dit comment être un RH intéressant. J'aimerais que la DRH me réponde elle-même. Je l'admire tellement. Voilà. Oh, je suis flattée, merci beaucoup. Mais ça me fait du bien d'entendre que vous m'admirez parce que de ce côté, je ne suis pas sûre que j'ai beaucoup d'admirateurs. Parce que c'est une très belle question en réalité parce que tout dépend de ce qu'on attend, de ce que les employés, les salariés, les collègues attendent de leur DRH. Et il y a autant d'attentes que de salariés. Aujourd'hui, chez Orange, nous sommes 690 salariés. 695, ça évolue parce qu'on recrute beaucoup. Et à peu près 210 intérimaires. Donc, j'ai 1000 personnes à peu près qui s'intéressent vraiment à la façon dont je tiens ma position. Et c'est comme un entraîneur. C'est comme l'entraîneur de l'équipe nationale. Hein, chacun a une idée exacte de ce qu'il doit faire. Et autant de personnes il y a d'idées. Je pense que pour être un DRH intéressant, d'abord, il faut être un bon technicien. Il faut connaître les processus, il faut avoir du métier. Il faut savoir quels sont les rôles du DRH et il faut être en mesure d'animer les processus RH. Donc, il faut, après être un bon manager, il faut avoir une équipe qu'on réussit à bien animer parce que même si on est le DRH, on ne sait pas forcément tout faire. Il y a des expertises. Christelle, ce qu'elle sait faire, je ne sais pas le faire aussi bien qu'elle. Par contre, je dois pouvoir l'encadrer pour qu'elle s'exprime le mieux possible. Pareil pour tous les collaborateurs. Il faut connaître le business. Hein, le DRH n'est pas là que pour payer, résoudre les problèmes, un peu, je peux dire, d'intendance. Il faut être intéressant aussi pour ses collègues au niveau du comité de direction. Ça veut dire que lorsque le DAF a une problématique financière, je suis un interlocuteur crédible pour lui. Donc, il faut comprendre le business, il faut comprendre les métiers, les enjeux business de toutes les personnes que vous avez rencontrées depuis hier. Je dois être en mesure de comprendre quelles sont leurs problématiques. Après, tout dépend de la stratégie, hein, ça varie d'une entreprise à l'autre. Chez Orange, aujourd'hui, un bon DRH, ben c'est un DRH qui est orienté humain. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas répondre uniquement de façon, comment dire, purement processée. C'est-à-dire qu'il faut écouter les gens. Il faut que les salariés doivent se sentir être des clients. On parle beaucoup chez nous d'expérience salariée, c'est toute une histoire. Il faut que chacun, en venant le matin, sache qu'il peut compter sur la fonction RH, sur son DRH pour être écouté, pour que ses besoins soient entendus et nourris, hein, qu'on y apporte des réponses. Il faut être, personnellement, je suis partisane de la simplicité. Je suis quelqu'un qui se veut accessible, facile d'accès, qui peut discuter avec le directeur comme avec le jeune cadre qui arrive. Donc, il faut être, même dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, il faut être l'homme de tous les publics, si je peux dire, l'homme ou la femme de tous les publics. Donc, c'est ça. Donc, en même temps, on doit avoir une bonne alchimie entre la technicité, le côté humain et le côté business aussi, parce que je ne suis pas une assistante sociale. Je ne suis pas, je sais pas moi, un pasteur ou une ONG. Je dois savoir que mes prises de position individuelles sont limitées dans le cadre de l'entreprise. Donc, si Gisela vient me poser un problème dont la solution n'est pas embarquée dans la stratégie d'Orange Cameroun, je ne vais pas résoudre le problème. Même si individuellement, je pense qu'il faudrait le faire. Donc, il y a tout cet équilibre à trouver. Mais le plus important, c'est que chacun des collaborateurs ou chaque personne à l'extérieur, et c'est pour ça que nous faisons ces journées portes ouvertes, sache que le DRH, son équipe sont des personnes accessibles,
auprès desquels on peut trouver des réponses. Merci, madame. Alors, une autre question. J'aimerais savoir, pour une personne qui n'a jamais eu un travail ou qui n'a pas d'expérience professionnelle et est sélectionnée pour un entretien d'embauche, dans ce cas, quelle peut être la posture à adopter devant le recruteur? A-t-il une chance de réussir son entretien? Alors, je vais dire oui, vous avez toutes les chances de réussir votre entretien, parce que si vous êtes déjà là, ben, ça veut dire que votre CV a tapé dans l'œil de votre recruteur. Donc, quand il vous appelle en entretien, il sait très bien que vous n'avez pas cette expérience qu'il recherche. Par contre, ce qui est important, c'est les soft skills. En général, aujourd'hui, en entreprise, ce qui va compter, comme on dit souvent sur la balance, on parle de 60-40 ou certains même de 70-30, en disant que 70%, ce qui est important dans comment est-ce que vous réussissez dans l'entreprise, ben, c'est les soft skills. Donc, qu'est-ce que vous savez faire? C'est votre savoir-être en entreprise et après, maintenant, votre technicité. Vous pouvez être le meilleur ingénieur, mais si vous ne savez pas évoluer en équipe, si vous êtes arrogant, si vous ne savez pas vos collaborateurs, si vous ne savez pas aller à leur rencontre, ben, vous n'avez pas beaucoup de chances de rester, en tout cas dans une entreprise comme Orange Cameroun. Okay, there's a question here that's talking about transparency and differentiation. Now he wants to know, Eric Landry wants to know, how can he differentiate himself during an interview transparently out of his CV to make himself outstanding with the other candidates without knowing them actually? That's how to differentiate yourself during an interview transparently, to sell yourself more, because she talked about selling oneself on one of the slides. So differentiating yourself is like selling yourself better than the Marketing, others. Le marketing personnel, oui, tout à fait. Je vais peut-être donner quelques éléments, peut-être, et Grâce complétera. Comment est-ce que je me market? Ben, on a parlé tout à l'heure il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais je ne vais pas parler de pourcentage toujours, mais je vais parler de la communication. La communication est importante. Donc, comment vous vous tenez? Comment est-ce que vous parlez? Quelle est votre intonation? La logique dans le raisonnement, ça c'est important, la logique dans le raisonnement, et puis ce que vous apportez de concret. En général, vous faites la différence quand vous avez de la plus-value, c'est-à-dire quand vous avez quelque chose à dire et qu'on sent que dans ce que vous avez à dire, c'est différent, c'est préparé, c'est maîtrisé, à ce moment-là, vous avez déjà ce plus que les autres n'ont pas. On peut difficilement... mais il faut savoir que même pour les recruteurs, c'est un vrai challenge de recruter. Donc, on ne peut pas vous donner une recette parfaite au-delà des éléments que Bertie a énumérés et des réponses qu'on a apportées jusqu'à ce moment. Il y a toujours une part d'inconnu, autant pour le jury que pour la personne qui arrive. Honnêtement, vous dire au détail près ce qu'il faudrait faire, ce serait un peu compliqué. Soyez vous-même. Prenez avantage de tout ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Préparez l'entretien. N'y allez vraiment pas comme ça, juste à l'aventure. Je crois qu'on s'est largement attardé là-dessus. Et puis après, ben, les choses vont se faire toutes seules. On ne sait pas vous dire d'avance qu'est-ce qui va se passer. Sinon, je pense que ce serait même pas intéressant, y compris pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, quand on se prépare à interviewer 12, 13 personnes sur un même poste, c'est parce qu'on a vu des CV et qu'on a eu même du mal à laisser certains. Donc, on en reçoit 15 et c'est toute une aventure. On ne sait pas d'avance qui va y aller. Donc, ne soyez pas tellement stressés à chercher à faire absolument bonne impression. Soyez vous-même, préparez convenablement l'entretien et puis les choses vont se faire toutes seules. Voilà. Merci beaucoup, Grâce. On va peut-être aller sur deux dernières questions. Est-ce que le nombre d'années d'expérience est indispensable pour une fonction? Ça dépend de la fonction. Je vais répondre à la question. Ça dépend de la fonction. En règle générale, quand on publie une position, une vacance de poste, on précise le nombre d'années d'expérience requises pour cette position-là. Il y a des positions pour lesquelles on n'a pas besoin d'avoir des années d'expérience, des positions de junior. Il y a des positions pour lesquelles on a besoin de 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'autres positions pour lesquelles on a besoin de 15 ans d'expérience. Donc, ça dépend véritablement.
D'accord. On va peut-être aller sur la dernière question. Comment faire pour être un employé qui impacte son environnement de travail et un collaborateur intéressant pour les nouvelles opportunités qui se présentent? Peut-être on va... Peut-être Grâce. Je reprends la question pour vous. Comment faire pour être un employé qui impacte son environnement de travail et un collaborateur intéressant pour les nouvelles opportunités qui se présentent? Alors, ça veut dire qu'on est déjà au sein de l'entreprise, si je Tout à comprends fait, bien. tout à fait. Mais ça, c'est aussi toute une, c'est toute une autre émission, je pense, c'est tout un autre webinaire. Mais en fait, c'est à peu près la même chose que ce on propose aux personnes qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Parce que même quand on est à l'intérieur, on est en concurrence. Donc, quand on voit une offre et qu'on postule, il faut recommencer le processus à zéro. Et souvent, ce qui nous arrive justement dans les recrutements internes, c'est qu'on est d'ailleurs plus souvent très sévèrement évalué par les collègues, parce que la plupart d'entre nous, on y va un peu en conquérant. On se dit, mais je suis déjà là, Grâce me connaît, elle m'a vu faire ci, ça, elle sait que elle sait qu'il faut que je bouge, parce qu'on a toutes sortes de bonnes raisons pour penser qu'on doit être la personne retenue. Il faut être déjà bon sur la position qu'on occupe. Il faut que techniquement, vous soyez à niveau dans votre comportement, que ce soit bon. Si vous êtes manager, que votre équipe puisse donner un retour, en tout cas satisfaisant, de vos pratiques managériales, ou que vous-même vous puissiez identifier que vous avez besoin d'évoluer sur certains aspects. Il faut que vous soyez visible dans l'entreprise. Il faut être dans des groupes de travail transverses. Il faut faire comme... Gisela et Rennes qui se sont proposées, parce qu'elles ne sont pas journalistes. Elles font bien autre chose, mais moi, j'en suis tellement fière. Je trouve qu'elles font un job de journaliste. Et elles sont volontaires. Bon, on va faire les journées portes ouvertes. Qui veut bien être journaliste? Il y en a qui vont dire, je veux pas y aller parce que Bertie est là-bas et la dernière fois, ou bien Christelle, j'ai pas eu le bonus que je voulais, donc je vais pas me mêler de la journée porte ouverte parce qu'elle en fait partie. Des choses comme ça qui nous font perdre des opportunités. Il faut être à l'aise dans son environnement, il faut être visible, il faut avoir, tisser son réseau. Et quand je dis tisser son réseau, ce n'est pas le réseau vers le haut, c'est les collègues qui sont aussi souvent nos meilleurs ambassadeurs quand ils rendent témoignage de la façon dont nous travaillons avec eux. Je ne sais pas si ça répond au moins en partie à la question. Je pense que c'est déjà une très bonne réponse. I have a question for her before you run up with yours. Okay. There's actually a question from Luis Gino, who says that for companies like Orange Cameroon, he would like to know why is it that when there is a job placement, it's first of all heard from mouth to ear, that's unofficially, before towards maybe the deadline, it is heard, it is public. Bon, je pense que c'est une expérience particulière, mais nous publions, il n'y a pas de bouche, le bouche à oreille, d'où viendrait-il? Il viendrait de l'entité qui recrute, c'est-à-dire que moi, je veux recruter dans mon équipe et je vais en parler en disant, bon, je cherche un chef de département, recrutement ou formation ou un gestionnaire paix, ça peut sortir par là. Mais il n'y a pas de, dans notre démarche de recrutement, il n'y a pas une étape où on en parle d'abord de façon informelle avant de faire les annonces. Cela dit, il n'y a aucune gêne, il n'y a rien de malsain ou de déviant à faire du recrutement de bouche à oreille. Il n'y a aucun problème, on n'est pas embarrassé parce que les cooptations sont aussi valides, sous réserve que le profil soit un profil qui correspond. Parce que le problème intervient quand on recrute des gens par cooptation qui n'ont rien à faire, aucune compétence, aucune légitimité sur une position. Mais il faut savoir que le recrutement a un coût, d'accord? Ça coûte en temps et en argent. Alors pourquoi est-ce que je vais aller m'éterniser dans un processus de recrutement si j'ai reçu des CV à l'avance de personnes qui savent que Orange pourrait avoir un tel besoin un jour? Pourquoi je ne prendrais pas ces CV? Donc, pour répondre clairement, dans notre procédure de recrutement, il n'y a pas une étape comme celle-là. Donc, je ne sais pas très bien quelle est l'expérience qu'il a vécue, mais je voudrais aussi affirmer que les cooptations ou les recommandations ne sont pas en soi toujours négatives.
Ça peut très bien fonctionner sous réserve, encore une fois, que ce soit un profil qui corresponde aux besoins. Another one was, are there placements open for Orange Cameroon now? That is one of the questions. Actually, that's my last because we are above time. Yes. Oui, absolument, il y a des postes qui sont ouverts. C'est ça la question. Les postes, des positions ouvertes, Bertie peut en parler, je ne sais pas si on aura le temps. On a prévu de parler du recrutement demain. Demain, on voilà. a un webinaire, Voilà. un dernier webinaire de la direction des ressources humaines demain. On va descendre le processus de recrutement, la procédure de recrutement et présenter même notre outil de recrutement, comment candidater sur Taleo, vraiment étape par étape, et leur présenter les positions qui sont en cours et ouvertes dans l'entreprise en ce moment. Et comme on l'a dit, on a nos plateformes sur lesquelles des fois sont publiés des posts sur LinkedIn, certains les reçoivent sur OrangeJobs. Voilà, exactement. Il pourra avoir toutes les informations. Et grâce, avant qu'on ne conclue, on va peut-être poser une petite question qui intéresse. Comment Orange définit-elle sa politique de détection des hauts potentiels dans les universités? Il s'agit quand même d'étudiants qui nous écoutent. Donc. Les hauts potentiels dans les universités. Bon, alors, il y a en fait, c'est pour cela que tout à l'heure, Christelle disait qu'il était intéressant de mettre l'école dans laquelle on était formé, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Parce qu'il y a quand même un classement des écoles qui, en fonction de la spécialisation, donne un a priori favorable à certains profils. D'accord. Si je peux me permettre, aujourd'hui au Cameroun, quand vous dites que vous avez été formé à l'université catholique, ça résonne positif. Ça ne veut pas dire que tous les candidats qui viennent de cette école sont... si vous êtes formé à Polytechnique, il y a un certain nombre d'écoles qui, en fonction des spécialisations, montrent laissent anticiper que la personne a quand même une formation de bonne qualité. Donc, on va travailler, on fait d'ailleurs des partenariats, et je ne sais pas si Christelle a eu l'occasion d'en parler depuis hier, avec des écoles, parce que justement, on va là-bas chercher les meilleurs des étudiants pour leur proposer de venir intégrer Orange en commençant par des stages. Oui. Ils sont privilégiés dans ces partenariats-là. Et puis après, le haut potentiel, bon, ça peut aussi se trouver. Moi, je n'ai pas fait de grandes écoles, ni au Cameroun, ni ailleurs. Mais je crois que je n'ai pas à rougir ni de mon potentiel, ni de mon expérience. Donc, il y a une démarche, mais pour moi, tout postulant, toute personne est un potentiel. Toute personne est un potentiel. La question, c'est, est-ce que je cherche à exprimer mon potentiel au bon endroit? Si je ne suis pas douée pour les chiffres, c'est peut-être pas la peine d'insister là-bas et de m'orienter dans les métiers qui correspondent justement à mon potentiel. Voilà. Donc on retient que oui, les autres hautes écoles, mais quand même, on a vu ça, que ce soit avec vous ou avec Michel, qui est le directeur expérience client, on peut venir d'une université d'État et avoir la chance d'avoir une très belle carrière au sein d'une entreprise. Et il y a des universités d'État qui n'ont pas, c'est pas un label négatif. Hein. Tout à fait. L'université de Bouéa, par exemple, était aussi connue jusqu'à assez récemment comme l'une des meilleures universités, chacune dans une spécialisation. Donc, exactement. Toutes ces universités ont leur valeur. C'est à chacun, au-delà aussi de la formation, de savoir que bon, un potentiel, on peut le trouver chez tout le monde. Et on ne le dira jamais assez, la formation ne suffit pas. Il faut aussi avoir ses compétences, ses aptitudes. Et pendant le parcours, comme on l'a dit, l'expérience professionnelle permet que le candidat puisse développer autre chose. Complètement. Okay, thank you very much, and thank you again, Grace. Thank you for the human resource team. What we have as a conclusion, we are not going to conclude because human resource is going to come back tomorrow. So the word of motivation that all the directors give, Grace is not giving hers now. So tomorrow, if you're connected, same time, you're going to hear what she's going to tell you, spatially. Again, to remind you, this morning we went through corporate social responsibility with the Director General. We went with the direction of Techniker, that's network and service information technology. We had the RICS audit and processes direction of Orange Cameroon. Then at the early hours of the afternoon, we were graced with the customer experience that had a lot of questions which we weren't able to run them down. And now we just finished up with the human resource department, who taught us how to build a CV,
how to go through an interview before, preparation before, during, and after. Very edifying. And unfortunately, we are unable to go through all your questions. But tomorrow, we count on you to join us for the marketing and communication direction that will start at 10 a.m. Then we are going to have Orange Digital Center. Remember, Orange seeks to bring you closer and gives you a solution to connect to the world digitally. So you'll be able to get more with Orange Digital Center tomorrow. Then we have Orange Business with Sylvia, who was on the platform this morning with the CEO. And then we are going to close the day and close the program with the human resources. Then you'll know what Orange is offering and what job opportunities are open for Orange. So, Ren, please, can you close the day? Thank you. Merci Gisela. Comme on l'a dit, rendez-vous demain. Nous avons une matinée enrichissante, une journée enrichissante qu'on termine en beauté avec les meilleurs tips pour pouvoir intégrer Orange. Rendez-vous demain parce qu'on aura fait le tour des directions et vous saurez exactement où postuler, comment postuler. Nous vous donnons rendez-vous demain. Merci encore Christelle, Bertil. Merci Grâce d'avoir été présente. Tout le monde est content. Il y a tellement de questions, il y a tellement de retours. Mais évidemment, on continue d'être présent sur le webinaire et on continue de répondre à vos questions. Gisela, demain, on continue le duo? Oui, on continue le duo. We continue in English and in French as well. And please do not forget, those of you that love the foundation, Orange Foundation is coming in tomorrow especially. I left them out, but not mistakenly, because I wanted you to know they are coming. Thank you. Merci Have et a bonne wonderful soirée à tout le evening monde. and see you tomorrow.